et qui ne pensait pas qu'à certains moments importants, le peuple pouvait exercer directement sa souveraineté. La démocratie, c'est quand même la possibilité pour le peuple de décider à un moment ou à un autre. Or, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle s'exerce presque constamment, de manière indirecte, à travers des représentants. L'article 3 de la Constitution de la Ve République dit « La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il me semble qu'à certains moments, il est légitime et nécessaire que le peuple puisse finalement trancher des questions essentielles. Oui, surtout qu'on a un peu l'impression que là, on rejoue des choses qui sont passées en 2005 avec le Brexit, c'est-à-dire que quand le peuple vote mal, toute une partie quand même de l'élite a du mal avec ça. Oui, il y a très clairement pour une majorité de ceux qui appartiennent à l'élite l'idée que les représentants, comme le disait Madison à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, constituent un filtre qui va permettre d'un certain point de vue, de contrôler l'esprit public, une forme de barrière, de garde-fou. En fait, on revient à cette vieille idée que la raison est l'apanage des représentants et que les représentants peuvent connaître mieux que le peuple ce qu'est l'intérêt du peuple lui-même. Or, il me semble qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, cette situation est de plus en plus mal vécue par des fractions de plus en plus nombreuses de la population, qui ne considèrent plus que les représentants ont le monopole de la raison. En fait, nous vivons finalement dans un système qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens qui haïssaient la démocratie, qui détestaient la démocratie. Sieyès, et Dominique Rousseau le confirmera, était quelqu'un qui disait « La France ne pourra pas être une démocratie dans une république ». Et la France est une république, le peuple ne peut vouloir et ne peut agir que via ses représentants. C'est cette situation-là aujourd'hui qui est contestée. On a quand même l'expression là d'un peuple de catégories populaires qui se sentent très largement abandonnés et qui ont voté contre l'establishment, contre la manière dont l'Europe est aujourd'hui gouvernée. Et il est un fait qu'aujourd'hui, l'Europe, mais aussi les gouvernements européens nationaux, gouvernent essentiellement en faveur des catégories les plus dotées, les plus riches de la population et ont très largement abandonner l'idée de représenter les catégories populaires. Donc on peut y voir, au-delà simplement de cette caricature qui consiste à dire qu'ils ont voté contre les immigrés, un message plus général, qui est un message politique extrêmement fort, qui consiste à dire la démocratie que vous gouvernez n'est pas vraiment une démocratie, vous ne gouvernez pas dans l'intérêt général, vous nous avez oubliés, nous ne savons pas d'ailleurs comment les décisions sont prises. Il y a quand même cet élément de demande de plus de clarté, de démocratie, cette envie de pouvoir décider par soi-même et non pas au travers. Je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle qu'a joué l'idée selon laquelle il y a une bureaucratie relativement opaque qui prend des décisions sans qu'on ait prise sur elle. Et c'est vrai que ce référendum sur le Brexit intervient après les différents épisodes grecs qui ont montré que les gouvernements nationaux n'avaient plus véritablement prise sur leur propre destin et sur le destin de leur pays, et on peut à la fois accepter ce que dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire que la thématique de l'immigration a joué un rôle certain dans la campagne, très clairement. Il y a eu des arguments extrêmement démagogiques, mais il faut aussi reconnaître la valeur politique, le sens politique, la signification politique de catégories populaires, de citoyens qui ont voulu exprimer un rejet vraiment catégorique de la manière dont elles étaient gouvernées actuellement. Il existe différentes modalités de référendum, vous le dites très bien. Je pense qu'il faut aujourd'hui encourager l'initiative populaire, et c'est une tendance assez générale, me semble-t-il, dans les pays européens, que de permettre de temps en temps à des citoyens d'inscrire une question sur l'agenda politique et de ne pas réserver la définition de cet agenda, de ne pas le laisser simplement aux élus, aux représentants. Alors pour discuter l'argument de Dominique Rousseau, c'est je pense que cette situation dans laquelle finalement
quand le peuple est jugé systématiquement immature, incapable, il ne s'agit pas non plus de considérer que le peuple a toujours raison. En démocratie, en principe, si. En démocratie, en principe, il a toujours raison. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un système où la souveraineté du peuple ne s'exerce jamais de manière directe. J'y reviens. Dans lequel les représentants, et en particulier les partis politiques, et des partis politiques qui sont formidablement aidés par un système institutionnel, par un mode de scrutin pour conserver le pouvoir, pour maintenir le statu quo, ces partis politiques, finalement, ont capté le pouvoir dans nos sociétés. Cette situation est devenue aujourd'hui vraiment intolérable pour deux raisons. La première, c'est que les gouvernements nationaux ne gouvernent plus de manière efficace, ou en tout cas jugés efficaces par les citoyens. Ils sont considérés comme de plus en plus biaisés par les intérêts économiques. Donc il y a vraiment le sentiment d'un déficit d'efficacité de ces gouvernements face à un certain nombre de crises. Et en même temps, la société a profondément évolué, les citoyens sont de mieux en mieux éduqués, de mieux en mieux informés en général. Il y a toujours une fraction de la population qui reste à l'écart du jeu politique, mais majoritairement les citoyens sont de plus en plus adultes et il devient de plus en plus inconcevable de ne pas envisager des modalités d'association des citoyens au processus de décision. On ne peut plus considérer qu'aujourd'hui, le processus de décision est le monopole exclusif des élus en toutes circonstances et que les citoyens sont là pour, tous les 5 ans, se donner des maîtres, se donner des représentants qui gouverneront en leur nom, mais sans eux. Je pense que la situation actuelle, à mon avis, les démocraties aujourd'hui sont à un tournant dans lequel une partie croissante de la population exige des représentants qu'ils ouvrent de plus en plus le processus de décision aux citoyens. Cette trahison de la volonté des citoyens, on la constate quotidiennement dans le mécanisme électoral. C'est-à-dire qu'effectivement, les représentants interprètent comme ils le veulent le mandat que leur a donné les citoyens. Et on a vu, et encore de manière très récente, des gouvernements nouvellement élus prendre des décisions très différentes. Donc voilà, c'est-à-dire que cette critique du référendum vaut aussi pour le système représentatif. J'allais même dire a fortiori. Là où je vous rejoins, c'est de dire qu'effectivement, on peut envisager beaucoup plus. Alors moi, le terme que j'utilise, c'est le terme de démocratie délibérative, c'est-à-dire de faire vivre cette discussion préalable au processus de décision. Et il me semble que ça, c'est une des évolutions contemporaines les plus intéressantes. Il y a eu, par exemple, à la fin 2015, à propos de la loi sur le numérique, un processus de consultation, une plateforme qui a permis à des dizaines de milliers de citoyens de proposer, de contribuer, d'amender. Alors certes, à la fin, le Parlement n'a pas repris, évidemment, l'intégralité de ce qui s'était dit en ligne, a même quelquefois contredit ce que les internautes et ce que les citoyens avaient dit. Donc on a évidemment des problèmes d'ajustement, mais il me semble que cette réflexion autour d'un gouvernement ouvert ou d'une construction qui serait beaucoup plus participative de la loi est une des évolutions qu'il faut considérer avec beaucoup d'intérêt. Et moi, l'exemple irlandais me semble un des exemples les plus intéressants. L'Irlande, il y a quelques années, a mis en place une assemblée d'une centaine de personnes, une assemblée citoyenne, mais dans laquelle il y avait 2 tiers de citoyens tirés au sort et 1 tiers d'élus, qui a élaboré un certain nombre de propositions de réformes constitutionnelles qui aujourd'hui, pour certaines, sont soumises au référendum. Donc on a l'articulation entre la démocratie délibérative dont vous parlez et le référendum, parce qu'à la fin, me semble-t-il, il faut que le peuple tranche. C'est l'une des limites majeures de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative, c'est que ceux qui ne participent pas au processus sont légitimes à considérer qu'ils doivent pouvoir, à un moment ou à un autre, intervenir. Et s'ils ne participent pas, alors on peut dire tant pis pour eux, et la décision se prend sans eux, mais je pense que pour que la décision soit vraiment légitime, il faut un processus de concrétisation ou d'entérinement par le vote. La bonne nouvelle, c'est ce retour de l'imagination démocratique. C'est le fait qu'on va, y compris dans le passé, rechercher des solutions nouvelles. On a aujourd'hui des propositions politiques, des propositions
solutions techniques vraiment intéressantes. Tout le mouvement des civic tech apporte des solutions techniques à des vieux problèmes. Alors évidemment, qui ne résolvent pas tout. Hein, mais aujourd'hui, pour les civic tech, ce sont des applications numériques qui permettent, si on le souhaite et si on veut en faire quelque chose, des formes de délibération à distance entre les citoyens, des formes de prise de décision beaucoup plus collectives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Techniquement, on peut. Alors évidemment, il faut que le contexte politique suive. Et Amandine Crespi a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, le principal verrou, ce sont les représentants qui ne souhaitent en aucun cas changer un système dont ils sont issus et qui leur permet de garder le pouvoir. Et il y a des expériences tout à fait intéressantes, mais qui n'ont pas d'influence sur le processus de décision et qui finissent par produire beaucoup plus de frustration que d'espérance de transformation. Mais d'un certain point de vue, je me demande si aujourd'hui nous n'avons pas intérêt à prendre des risques, à expérimenter. Ce qui est très frappant, c'est qu'avec toutes ces innovations démocratiques, on est beaucoup plus exigeant qu'avec les mécanismes classiques de la représentation. On attend de ces innovations démocratiques qu'elles soient parfaitement, qu'elles produisent de la représentativité, qu'elles soient parfaitement légitimes, qu'elles n'aient aucun défaut, alors même que les défauts de la démocratie représentative sont absolument criants. Or, de mon point de vue, il est absolument nécessaire dans les années qui viennent d'inventer de nouvelles formes de démocratie, sinon celles-ci, c'est le chemin qu'elles sont en train de prendre, se transforment tout doucement en oligarchie sans qu'on n'y prenne véritablement garde, c'est-à-dire dans des scènes et des processus de décision desquels les citoyens sont absolument absents et dans lesquels finalement des groupes d'intérêt, des groupes particuliers de la population, parce qu'elles ont un accès privilégiés aux représentants, ont la possibilité d'influencer le pouvoir. Essayer d'expérimenter de nouvelles formes de démocratie participative, c'est essayer d'élargir les scènes de la décision, de les rendre plus transparentes pour éviter que nos démocraties ne se transforment définitivement en oligarchie ou en technocratie, hein, ce qui est à peu près aujourd'hui la même chose. Et c'est ce qui est reproché essentiellement à ce qui se joue au niveau de l'Union européenne. Il me semble qu'il faut regarder du côté d'une partie de la jeunesse qui aujourd'hui agit selon des principes qui ne sont plus les principes classiques sur lesquels sont fondées nos institutions représentatives. Par exemple, on a des acteurs politiques, Nuit debout en était un exemple, qui ne veulent plus de la représentation, qui ne veulent plus de certaines formes d'autorité, qui croient en la possibilité d'une forme d'inclusion démocratique et d'horizontalité du processus de décision. Et c'est cette culture politique-là qui vient heurter notre vieille culture politique nourrie par 200 ans de représentation, de délégation, de paternalisme, de processus de décision verticale, qui me semble aujourd'hui le frottement